Optic, c'est l'organisation des professionnels des TIC du Sénégal, donc qui est membre du Conseil national du patronat. Alors, nous vous avons convié à cette conférence de presse pour en fait vous entretenir de la situation de l'économie numérique au Sénégal, mais également pour vous faire part en fait de propositions et d'actions qu'entreprend l'organisation pour en fait contribuer au développement du secteur ou aussi pour contribuer à en fait lutter contre les contraintes qui se présentent à ce secteur. Je vais aborder un certain nombre de thématiques du secteur. Pour résumer, alors la première thématique, ça va être, on va parler de vision, de politique et de stratégie. C'est un peu le chapeau, quoi, de tout ce qui va suivre. Ensuite, on va parler d'environnement, l'environnement dans lequel évolue le secteur du numérique. On va parler d'un point particulier sur le capital humain, parce que c'est quelque chose de très important pour notre secteur. Vous savez, le secteur du numérique, c'est de l'économie du savoir. Hein. C'est pas en fait une industrie avec, disons, des investissements importants en termes de machines ou autres. Donc c'est vraiment l'économie du savoir et donc le volet capital humain est très important. Après, on va parler d'infrastructure, on va parler de haut débit. Dedans, certainement, le point 4G va occuper une bonne place. Après, on va parler d'une problématique qu'on aborde souvent, c'est l'accès au marché. Bon, il faut dire que notre raison d'être, notre entreprise, quand même, c'est ça, c'est-à-dire pour qu'on aille bien, il faut qu'on ait les marchés, il faut que notre business puisse se développer, donc c'est un point très important. Alors, donc en revenant sur le point vision, politique et stratégie, vous le savez, aujourd'hui le référentiel au Sénégal en matière de politique économique, stratégie économique, vision est matérialisé en fait au niveau du plan Sénégal émergent. C'est aujourd'hui le référentiel pour tout le monde, quels que soient les secteurs. Donc nous aussi, quand on parle de vision, de politique et de stratégie, on va se référer un peu à ce qui concerne notre secteur dans le plan Sénégal émergent. Alors, plus particulièrement, on va regarder un peu qu'est-ce qui est prévu dans les actions, dans les projets phares et dans les réformes phares. Qu'est-ce qu'on y trouve? De mise en place d'un IT Board, c'est-à-dire le Conseil de l'économie numérique. L'objectif est de faciliter au maximum en fait la diffusion du numérique dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Et puis côté projet, on a un projet en fait, le projet 19 qui est relatif en fait au multiservice, donc qui est la mise en place d'une zone dédiée en fait à l'économie numérique. Donc vous me direz, c'est quand même, je pense, un peu mince hein, pour un pays qui aspire à l'émergence. Je crois que le volet économie numérique doit occuper une place de choix. On l'a dit tout à l'heure, c'est transversal, c'est censé se diffuser dans toute l'économie et donc à favoriser le développement, la performance de l'ensemble des autres secteurs. Donc on doit lui donner une place très très importante. Mais quand même, ça se comprend un peu parce que le Sénégal, ça fait plusieurs années que le Sénégal ne dispose pas de stratégie nationale de développement de l'économie numérique. Donc c'est un peu normal qu'aujourd'hui, quand on regarde le PSE, je veux dire, on n'est pas quelque chose de très consistant, en tout cas nous, pour notre point de vue, on ne trouve pas quelque chose de très consistant et on l'explique un peu par cela, le fait qu'il manque de politique sectorielle, il manque de stratégie nationale de l'économie numérique depuis des années.
Et donc, c'est le point stratégie de l'économie numérique qu'on va aborder tout à l'heure, je pense, va permettre de renforcer la présence de cette économie numérique au sein du PSE. Néanmoins, quand on regarde ces deux volets-là, quand même, le volet réforme lié au Conseil de l'économie numérique, l'IT Board, et le volet, en fait, zone dédiée, donc le projet 19, donc le hub multiservice. Concernant le projet hub multiservice, je pense qu'on a quand même avancé, parce que vous avez dû tous entendre parler du parc des technologies numériques de Diamniadio. Donc, c'est une sorte de Silicon Valley, en fait, ça va être une sorte de Silicon Valley à la sénégalaise. Donc, une zone dédiée vraiment pour fournir un environnement propice au développement des entreprises TIC, un environnement propice à l'innovation, un environnement propice à la recherche, un environnement propice à l'installation de multinationales du secteur du numérique, de géants du secteur du numérique, un environnement propice pour accueillir des investissements dans notre domaine. Donc, c'est vrai, c'est un projet vraiment déterminant, c'est un projet structurant pour notre secteur. Je ne minimise pas ce projet-là dans le cadre du PSE, c'est un projet très très important dans le cadre du PSE. Ce que je dis, c'est qu'on pouvait aller plus loin qu'un parc de technologie numérique et une réforme, en fait, sur le IT Board. Mais je l'ai expliqué tout à l'heure en disant que la stratégie n'était pas encore finalisée, et donc je pense qu'effectivement, tant qu'à faire, attendons que cette stratégie soit finalisée, et je crois que le PSE, c'est quelque chose de dynamique, et donc on pourra toujours, je pense, l'alimenter à travers les conclusions que l'on aura au niveau de la stratégie nationale. Donc ça me donne une bonne transition vers le volet de la stratégie nationale de l'économie numérique. Effectivement, on se dit comment un pays comme le Sénégal, qui a toujours été à la pointe, un pays qui a toujours été en fait une vitrine au niveau de l'économie numérique, un pays qui est toujours très bien classé au niveau, je ne sais pas si vous avez regardé un peu le rapport de l'IUT sur l'indice de développement des TIC, l'indice IDI 2015, donc c'est très récent, 2015, on est quand même à la 11e place au niveau africain. Et en Afrique de l'Ouest, on est à la 3e place après le Cap-Vert et le Ghana. Donc, ça veut dire que malgré le fait qu'il n'y ait pas cette stratégie nationale, et donc pas d'orientation suffisamment claire, et malgré aussi la volonté politique, parce qu'à chaque fois que le président a l'occasion de s'exprimer sur le volet de l'économie numérique, on voit quand même que la volonté politique est là. La volonté politique vraiment de faire du numérique un secteur prioritaire au Sénégal. Et donc c'est toujours au niveau de la mise en œuvre, à mon avis, qu'on pêche. Vous vous rappelez, il y a quand même un bail, le président avait instruit qu'on puisse mettre en place, qu'on puisse organiser un conseil présidentiel des investissements. Je pense qu'il a encore réitéré cette instruction il n'y a pas longtemps, qu'on puisse organiser ce conseil présidentiel de l'économie numérique, et c'est toujours pas le cas. Je pense que ce Conseil national du numérique, dès l'instant que la stratégie sera validée et qu'on va effectuer notre conseil présidentiel, enfin, de l'économie numérique, on a une occasion pour ce conseil présidentiel de l'économie numérique, c'est la finalisation de la stratégie nationale de l'économie numérique. Donc, dès qu'on finalise cela, on a la matière pour dire au président, voilà la nouvelle stratégie du Sénégal numérique, voilà les actions phares,
Et parmi ces actions phares, c'est la création du Conseil national du numérique. On va essayer de revoir un peu les choses, mais il n'y a rien qui bougeait. Donc nous, on a pris l'initiative. On nous a même reproché, on nous a dit, mais pourquoi vous organisez un atelier sur le code des télécoms? Mais ce n'est pas à vous de l'organiser, c'est au ministère de l'organiser. On leur a dit non. Comme le ministère n'organise pas, le ministère ne bouge pas, ben nous, on bouge. Et donc, tout le monde est venu, la RTP est venue, le ministère est venu, tous les acteurs, la DIE, tout le secteur privé, etc. Et on a pu au moins gagner une chose, c'est que on a pu tous se mettre à niveau sur où est-ce qu'on en était. Et qu'est-ce qui était en train d'être fait et pour lequel on n'était pas informé. Et donc, ce qu'on a fait, secteur privé, c'est qu'à l'issue de cet atelier-là, on a fait vraiment une note de... On a fait des propositions fortes pour ce qui concerne le code et les décrets, en écrivant même des projets de décrets qu'on a fait parvenir aux autorités. Je crois que c'était dès la fin 2014, début 2015. Et je crois qu'aujourd'hui, à mars 2016, il n'y a pas eu de retour sur ça. Il n'y a pas eu de retour sur ça, peut-être juste, il n'y a pas longtemps, peut-être un accusé de réception, je me demande même si on l'a eu. Donc, c'est dommage parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Hein. On a fait un dossier très, très étoffé sur le sujet. Et donc, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait une prise en compte de nos contributions. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation est telle que il me semble qu'il faut mieux réviser le code. Il va falloir mieux réviser le code parce que depuis 2011, on a un secteur qui avance tellement vite qu'on ne peut pas se permettre, je veux dire, de ne pas évoluer, quoi. Donc, je pense qu'il faut faire d'une pierre deux coups, et je crois que le ministère est dans cette dynamique-là, de dire, ok, on ne s'occupe plus seulement des décrets d'application, il faut qu'on toilette déjà, qu'on révise le code en lui-même, et qu'on, dans la foulée, je dirais même en même temps, passer aussi en revue les décrets d'application en question. Donc, vous voyez, ce nouveau code, entre guillemets, qui renferme quand même des avancées pour les acteurs du secteur comme nous, je veux dire, par manque de ces décrets d'application, par le fait que ces décrets d'application ne soient pas finalisés, fait qu'on ne peut pas, en fait, bénéficier de tous les avantages de ce nouveau code. Et donc, on va devoir passer à un nouveau code qui va venir réviser le code existant. Pendant que le secteur se plaint de problématiques de financement, ben 95% va à l'énergie. Donc, moi, je dis, je ne demande même plus 50%, je demande 100%. Hein, on demande que l'intégralité revienne au secteur du numérique. Nous en avons besoin. C'est un secteur où, je veux dire, on a des entreprises très dynamiques qui demandent à être appuyées pour sortir des solutions très très innovantes. J'en appelle aux autorités de vraiment œuvrer à cet accompagnement-là à travers le fonds du service universel et ramener donc les fonds du service universel dans notre secteur. C'est un point tellement important qu'on a entrepris de créer au niveau d'Optic une commission donc qui va en fait s'occuper de dispositifs d'appui au secteur privé dans le domaine du numérique pour l'innovation, donc un dispositif d'appui à l'innovation dans le numérique. Il y a une commission donc au niveau d'Optic qui est chargée de s'occuper de ça et donc de faire vraiment tous les plaidoyers, rencontrer tous les acteurs pour que, je veux dire, cet appui soit une vraie réalité. Il y a également, en termes d'environnement, une initiative qu'on a prise de créer aussi une commission au niveau d'Optic pour les relations avec les institutions régionales, comme l'UEMOA et la CEDEAO. Vous n'êtes pas sans savoir que, comme dans d'autres domaines, ces institutions maintenant
des directives qui doivent être appliquées, qui doivent être absolument transposées dans les politiques nationales. Et pour ce qui est du numérique, que ce soit le nouveau code des télécommunications, c'est pour une bonne partie une transposition de directives qui viennent de l'UEMOA. Et donc, ça nous semble très important de pouvoir être actif à ce niveau-là auprès des organisations régionales. Donc, une commission au sein d'Optic s'occupe de ça. Et ce qu'on compte faire également, c'est fédérer avec d'autres organisations de la sous-région. Nous avions commencé à le faire un peu lors du CIPEN en décembre 2015 pour peser plus auprès de ces organisations. Le point capital humain, je l'ai dit, le numérique c'est l'économie du savoir, donc le capital humain est très important. Sauf que ce qu'on déplore, c'est que bien qu'on ait on a de bonnes écoles, hein, on a de très bonnes écoles qui forment des ingénieurs dans notre secteur, mais on n'en forme pas assez. Je veux dire, les écoles qui forment des ingénieurs dans le domaine du numérique de bon niveau, je veux dire, on n'en a pas en quantité suffisante par rapport au marché. Et on l'a vu tout de suite, hein, quand les multinationales commencent à s'installer ici au Sénégal, je ne vais pas les nommer, hein, mais quand les multinationales commencent à s'installer, elles débauchent plutôt dans les PME, plutôt que d'aller prendre en fait de nouvelles ressources qui sortent de l'école. Il n'y en a pas assez. Donc ça, c'est un vrai problème. On n'est pas contre l'installation de multinationales, on est pour l'installation de multinationales ici, dans notre secteur. Et je disais au début que le parc technologique, le parc des technologies numériques de Diamniadio permettra, je veux dire, d'inciter à des multinationales de venir s'installer au Sénégal. Donc on est pour l'installation des multinationales du numérique au Sénégal. Mais on est pour un accompagnement sur le volet formation. Parce que sinon, tout l'investissement que nos PME font pour former leurs employés, parce que quand ils sortent de l'école, ils ne sont pas forcément tout de suite productifs, tous ces investissements vont à l'eau. D'accord ? Il y a beaucoup d'entreprises de mon organisation qui viennent me voir en me disant nous, on est en train de perdre beaucoup de ressources de nos entreprises qui sont embauchées par les multinationales. Donc, il faut absolument que ce capital humain-là, qu'on puisse adresser la partie formation et qu'on voit quelles sont les voies et moyens pour renforcer à la fois la formation initiale et la formation continue dans notre secteur. D'accord ? On devrait doubler, voire tripler le nombre, je veux dire, de diplômés dans le secteur et doubler, voire tripler les formations continues dans notre secteur pour pouvoir faire face aux demandes qui vont résulter justement du parc des technologies numériques avec l'installation d'autres multinationales. Donc moi je pense que c'est très 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 important. C'est d'ailleurs pourquoi on s'est dit capital humain aussi, c'est un volet important, création d'une commission qui va étudier ce sujet-là au niveau de Optic. Je pense qu'on ne peut pas se permettre que chacun aille mettre sa fibre optique partout. On ne peut pas se permettre cela. Ce qu'il faut faire, c'est rationaliser cette fibre optique en mutualisant en fait l'ensemble de l'infrastructure en termes de fibre optique pour couvrir le Sénégal. Hein? Donc je pense que c'est important et on appelle à ce qu'il y ait vraiment, je veux dire, cette concertation, ce dialogue autour du sujet de la mutualisation des infrastructures en fibre optique. On ne peut pas tous créer chaque opérateur ne peut pas se lever et se mettre à créer ses propres fibres optiques double. Je veux dire, si Dakar à Saint-Louis, on a déjà de la fibre optique, peut-être 2 fibres optiques qui sont là, pourquoi remettre une 3e, une 4e fibre optique, etc. Donc il faut qu'on mutualise. Hein, et ce qu'on devait investir là où il y a déjà de la fibre optique, allez l'investir ailleurs.
Hein. Voilà, donc ça c'est important, et tout cela, ça procède du fait qu'il faut qu'il y ait de la concertation avant, il faut qu'il y ait du dialogue. Et s'il y avait le Conseil national du numérique, certainement c'est un sujet qui aurait été discuté là-bas, et il y aurait eu un avis sur le sujet pour dire, voilà, ok, au lieu de faire 3000, peut-être que les 3000, les 1000, peut-être que tel opérateur pourrait les faire. Il faut d'abord qu'on voit si les opérateurs peuvent déployer l'infrastructure avant que l'État... Parce que ce n'est pas des dons, hein. Il faut qu'on rembourse ça. Ces 3000 kilomètres de fibre optique, il faut les rembourser. Donc, il faut d'abord voir si les opérateurs peuvent le faire. Si les opérateurs, là où les opérateurs ne peuvent pas mettre de fibre optique, c'est peut-être là, parce que ce n'est pas rentable peut-être pour eux, c'est peut-être là que l'État doit s'investir pour mettre de la fibre optique. Mais c'est une bonne initiative, mais même s'il n'y a pas eu de concertation avant, il est temps de regarder ensemble quel est le modèle économique qui va permettre de viabiliser cela et de rationaliser avec l'ensemble des autres acteurs. Et donc, on est preneur, hein, de l'appel de la DIE. Je ne sais pas si vous avez été à l'événement qu'ils ont organisé il n'y a pas longtemps pour présenter les services et le gouvernement qui proposent. Mais ils ont appelé le secteur privé donc, à des échanges pour voir comment est-ce qu'on peut amener à l'utilisation par le secteur privé de la fibre optique de la DIE. Voilà. Alors, le volet FAI, donc fournisseur d'accès Internet, nous souhaitons vraiment que ce soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Je crois que tout est sur la table, il suffit juste maintenant pour la RTP de lancer l'appel à candidature. C'est un point vraiment important. Alors, la 4G, vous avez vu hein, ce qui s'est passé. Vous avez vu que l'appel à candidature a été infructueux. L'appel à candidature est infructueux tout simplement parce que les opérateurs considèrent que le prix de réserve est trop élevé. D'accord? Et vous avez vu ce qu'il en est suivi. Des batailles d'experts à travers la presse, par presse interposée. Des articles pas toujours très jolis d'un côté et de l'autre. Et bon, nous avons toujours eu en fait une position responsable dans tous les sujets qui se sont posés sur tous les sujets qui se sont posés à notre secteur. Et notre position, c'est de dire faut éviter les décisions extrêmes dans ces cas de figure-là. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu qu'il y ait une concertation entre toutes les parties prenantes. Je crois que vous avez dû voir le communiqué que notre organisation a fait. Notre organisation a dit aujourd'hui, il est urgent de se mettre autour de la table pour pouvoir décider de ce qu'on fait suite à cet appel à candidature infructueux. Et donc, à la suite de ce communiqué, Optique donc, a saisi les différentes parties prenantes. Ce n'est pas seulement l'État et les opérateurs, ça nous concerne nous tous. Je veux dire, la 4G nous concerne tous. Nous serons tous des consommateurs de la 4G, que ce soit les ménages, que ce soit les professionnels. Donc, ce n'est pas une affaire de l'État et des opérateurs, c'est une affaire de nous tous. Et donc, on a écrit aux différentes composantes, opérateurs, État, consommateurs, etc. On leur a écrit et on a commencé donc à les rencontrer. Hein. Nous rencontrons toutes les parties prenantes. Si vous nous demandez aujourd'hui, si vous me demandez c'est quoi vos préconisations, qu'est-ce que vous proposez, je ne peux pas vous le dire parce qu'on est en train de faire une concertation et donc on écoute toutes les parties prenantes, la position de chaque partie prenante, sachant que nous, ce qui va nous guider, c'est uniquement l'intérêt du Sénégal. Et l'intérêt du Sénégal dans cette affaire-là n'est pas incompatible avec l'intérêt des opérateurs, n'est pas incompatible avec l'intérêt des consommateurs, n'est pas incompatible avec l'intérêt des professionnels, n'est pas incompatible avec l'intérêt de l'État.
c'est l'intérêt du Sénégal. Donc, on a commencé ces rencontres-là, et pour le moment, ça se passe assez bien. Bon, en parallèle d'autres actions, bien entendu, qui sont en cours, mais il nous a semblé important que l'organisation professionnelle du secteur entre dans la danse et puisse, je veux dire, proposer un dialogue entre les acteurs. Honnêtement, cela ne sert à rien de continuer dans les débats d'experts. Oui, c'était l'indicateur qui est le plus important, c'est la richesse du pays. Non, c'est pas la richesse du pays, c'est les revenus de l'opérateur. Chaque opérateur même a, je veux dire, des particularités qu'elle peut faire valoir. L'État a sa position qui peut être expliquée. Et je crois que nous, là où on est attendu, c'est arriver un peu à concilier tout ça. Les consommateurs, ben, ils veulent la 4G au moindre prix. Voilà. Donc il faut arriver, je pense, à concilier tout ça. En fait, fondamentalement, moi je pense que le manque de stratégie en matière d'économie numérique fait partie des raisons pour lesquelles on est arrivé à cet appel à candidature infructueux. Parce que, tout simplement, si on avait une stratégie, on saurait un peu où mettre le curseur. On pourrait dire la stratégie privilégie l'aménagement numérique du territoire. Donc, on va par exemple faire, je veux dire, privilégier les investissements des opérateurs et pas en fait le prix de la licence. Soit dire, ben, on sait que la 4G, bon, ça va pas être partout tout de suite. Déjà, la 3G n'est pas partout tout de suite. On va choisir les endroits qu'on veut aménager. Donc, avoir en termes d'investissement moins, mais peut-être en termes de licence plus. Donc, je veux dire, cette stratégie qui consiste à dire quelle est la vision du Sénégal en matière d'aménagement du territoire, en aménagement numérique du territoire, étant donné que notre stratégie, elle n'est pas encore arrivée, on ne l'a pas encore élaborée, on peut comprendre un peu que, je veux dire, on en arrive à ne pas s'entendre, parce que ben, on n'a pas une vue partagée de ce qu'on veut, de comment on veut aménager numériquement le Sénégal. Donc, moi à mon avis, je ne suis pas trop étonné de cela. Et l'idée aujourd'hui, justement, c'est d'arriver à s'entendre sur là où on veut aller. Une fois qu'on s'entend sur là où on veut aller, je crois qu'on pourra facilement évaluer, je veux dire, les choses en matière de licence et en matière de prérequis en termes d'aménagement. Donc, je pense qu'on va y arriver, hein, on va y arriver parce que je crois que les décisions extrêmes, le Sénégal a toujours été sage dans ses décisions, je crois que les décisions extrêmes, on va pas en arriver là. Donc voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui c'est ça la solution pour la 4G parce qu'on a engagé une concertation en fait, pour parler avec les différents acteurs, mais je pense qu'on devrait y arriver très bientôt. Alors, en matière de marché, d'accès au marché, donc c'est une excellente chose. Ben, on peut faire une offre spontanée, avoir un projet et faire une offre spontanée sur ce projet-là à l'État. Sauf que bon, ben, on est bloqué par le plancher qui est défini sur l'offre spontanée qui est de 50 milliards. On n'a pas de projet du numérique à 50 milliards. On n'en a pas. Il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas utiliser l'offre spontanée. La nouvelle loi PPP ne nous sert à rien. Dans nos secteurs, il n'y en a pas. Donc, il faut absolument revoir cela. Nous avions commencé à monter des consortiums. Quand on a parlé de cette loi PPP, nous avons monté des consortiums. Nous avons 5 projets phares sur lesquels nous travaillions. Et c'était une vraie douche froide pour nous, c'est vrai, de voir qu'on avait en fait ce plafond de verre, on avait en fait cet écran qu'on ne pouvait pas dépasser. Donc je pense que c'est quelque chose
qui a commencé déjà à être discuté. On a commencé déjà à discuter de cela avec les autorités qui en sont conscients. Ils savent très bien que dans notre secteur, c'est impossible. 50 milliards, c'est impossible. Donc voilà, donc c'est un point important pour le volet accès au marché. Parce que s'il y a un secteur où je pense, on peut dire qu'on a vraiment toute l'expertise et qu'on n'a pas à rougir devant, je veux dire, des acteurs à l'international, c'est le secteur du numérique. Hein. Aujourd'hui, on a toute l'expertise qu'il faut sur le sujet. J'ai été chargé, en tant que vice-président du CNP et président d'Optique, de piloter la commission multiservice. Donc cette commission multiservice est assez large. Ça comprend effectivement l'économie numérique, donc avec les zones dédiées dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça comprend le business park, ça comprend le hub de santé, ça comprend Dakar Medical City, ça comprend le hub aérien, hub éducation. Donc c'est tout le hub multiservice dont je m'occupe pour voir comment le secteur privé en fait peut participer au maximum donc, au projet du PSE. Voilà, la sous-traitance des projets qui sont confiés aux multinationales, c'est un projet qui revient assez souvent. La promotion pour nos entreprises du numérique, vous avez tous vu, je crois, le CIPEN qu'on a organisé en décembre. Je pense que c'était un franc succès. Et nous comptons l'organiser en 2016 avec, je veux dire, vraiment une taille beaucoup plus importante pour 2016. Et on aura donc vraiment le volet international. Voilà. Pour ce qui concerne le code, ce qui se dessine, c'est qu'on va vers une révision du nouveau code. D'accord ? Parce que comme je l'ai dit, il date déjà. Le numérique, ça évolue très vite. On ne peut pas se dire aujourd'hui, bon ben, on va se remettre au décret d'application sans pour autant avoir à réviser. Donc 2011, c'est loin déjà pour nous, quoi, dans le numérique. Donc ce qui se dessine, c'est qu'on révise le code. Ça va être peut-être le nouveau code. Hein, et puis en même temps, on fait le package des décrets d'application qui vont avec. Éviter de faire d'abord le nouveau code et attendre encore des années pour faire des décrets d'application. Donc c'est ça qui se dessine. Ce qui se dessine, c'est ça, c'est réviser le nouveau code et en même temps faire un package de décrets d'application qui va accompagner tout cela. Alors, pour la deuxième question, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas accès directement à la fibre optique de la DIE. Justement, je disais qu'il faut absolument qu'on voit quel est le modèle qui est derrière, parce qu'aujourd'hui, la DIE ne peut pas se lever et dire je vends en fait de la capacité aux entreprises. Ce n'est pas un opérateur qui peut se lever et vendre des capacités aux professionnels. Donc, il y a lieu de s'asseoir, voir quel est le modèle qui sous-tend tout ça. Si on crée un modèle où il y a en fait un concessionnaire va gérer cette infrastructure et demander une licence d'infrastructure, il pourra tout à fait, je veux dire, vendre de la capacité donc aux entreprises et même aux opérateurs. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis il est important qu'on se mette autour de la table avec la DIE pour qu'on comprenne quel est le modèle qu'ils veulent mettre en place pour que, je veux dire, leur infrastructure soit accessible à la fois par les entreprises du privé et les opérateurs. Je mets aussi les opérateurs dans les entreprises du privé. Et quel est le modèle économique qui est derrière pour qu'il y ait une viabilité de cette infrastructure, parce que 3000 km de fibres en termes de financement, c'est quelque chose de très lourd. Hein. Il faut qu'on sache comment tout cela sera viabilisé, comment est-ce qu'on va pouvoir rentabiliser tout ça. Et peut-être qu'on nous dise aussi les 1500 km de fibres qui ont été déjà faites. Bah, qu'on fasse le point dessus.
qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui a été investi, qu'est-ce que ça a permis de gagner, etc. Bon, je pense qu'il est important qu'on définisse clairement le modèle vers lequel on va pour que quand les 4500 km de fibres seront disponibles, qu'on puisse enchaîner pour appliquer le modèle qui a été défini avant. C'est le moment, à mon avis, de se mettre autour de la table et de discuter de ça. Et franchement, ils ont décidé sans concertation de faire la fibre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien, parce que peut-être que les opérateurs, si on leur demandait, ils ne feraient pas ces 3000 km peut-être de fibre. Mais il est encore temps de s'asseoir autour d'une table et de dire comment on mutualise tout ça avec les fibres des autres acteurs et quel modèle on met derrière pour que tout cela soit rationnel et viable. La mutualisation, c'est vraiment le moins normal, quel que soit ce qui peut se passer en ce qui concerne les concessions existantes. Et même, et je n'ose pas l'imaginer parce que, bon, c'est quand même quelque chose de très rare, hein, qu'on puisse voir qu'une concession d'un opérateur leader, je veux dire qu'on ne la renouvelle pas. Je pense que ça, c'est un cas d'école que je n'ai pas encore vu. Bon, on peut toujours imaginer, mais même si on l'imagine, je pense que c'est des cas de figure où les repreneurs forcément vont reprendre les engagements qui ont été pris auparavant par les opérateurs précédents. Donc, c'est la meilleure chose qui peut arriver, quel que soit ce qui se passe sur les concessions. Et encore une fois, je ne crois pas du tout qu'on en arrive quand même à une position extrême où on retire une concession à un opérateur majeur. Ça je pense qu'ils vont toujours réussir à s'entendre et ce sera pour le bien de tout le monde, à mon avis. Alors, le deuxième point, c'est vrai que le point concernant en fait les opérateurs nationaux, les entreprises nationales, quoi, dans les marchés, les trucs de sous-traitance, etc. Il y a, c'est vrai, un peu de lien avec le PSE, mais ce n'est pas totalement. Nous, ce qu'on dit, c'est que les entreprises nationales, quand on confie des projets à des entreprises étrangères, des multinationales, qu'on puisse garantir un minimum de sous-traitance à nos entreprises et un minimum de transfert de compétences. Voilà. Deux, on dit les projets du PSE, il faut quand même faire la part belle aux entreprises locales, parce que c'est un secteur qu'on maîtrise totalement. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on fait appel aux entreprises étrangères dans certains projets. Ça, j'arrive pas à comprendre parce que, je veux dire, on a aujourd'hui une expertise qui couvre presque l'ensemble du numérique. Mais quand ça arrive pour diverses raisons, vous savez que souvent les projets sont financés par des bailleurs internationaux qui mettent des conditions, d'accord, comme quoi il faut avoir fait déjà, par exemple, des titres de transport ailleurs, des permis de conduire ailleurs, etc. Et chez nous, je pense que personne n'a encore eu à faire des permis de conduire, des titres de transport sécurisés. Et donc, on élimine d'office nos entreprises. Je pense que c'est pas normal, c'est-à-dire que on doit pouvoir arriver, je veux dire, à ce que le secteur privé national puisse se trouver des partenaires technologiques à l'extérieur, mais qu'eux-mêmes, ils leadent les projets. Parce que c'est des choses qu'ils peuvent réaliser certainement avec l'appoint d'entreprises étrangères. Hein. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le leitmotiv, c'est aujourd'hui, on sait tout faire dans le domaine du numérique. On sait tout faire. Bon, et il faut toujours commencer. Quand vous regardez la Tunisie, à un moment donné, l'État a dit, OK, dans plusieurs domaines,
on va faire un appel à projet des entreprises nationales. Et les entreprises nationales, on leur a confié des projets d'envergure dans le domaine du numérique, et maintenant ils vont vendre leurs solutions à l'extérieur. Il faut qu'il y ait une volonté politique dans ce sens-là. Encore une fois, les multinationales, on n'est pas contre. Je l'ai dit, on est pour l'installation des multinationales, mais il faut absolument que ça se fasse de façon intelligente et que côté formation, on ait les ressources qu'il faut pour éviter que l'on débauche dans les PME massivement. Et côté sous-traitance, il faut absolument qu'il y ait une part de sous-traitance conséquente pour les entreprises nationales. Dans mon introduction, je disais qu'au niveau institutionnel, dans le cadre institutionnel, on a un cadre institutionnel qui n'est vraiment pas très opérant, et ça a dû amener souvent des décisions, peut-être de bonne foi, des décisions vraiment qui ne faisaient pas l'objet d'une adhésion auprès des parties prenantes du secteur du numérique. Il y a eu même des situations quand même assez difficiles, de décisions qui ont été prises, de décisions non appropriées. Et je pense que cela est dû surtout au fait qu'il n'y a pas une instance, je veux dire, qui arrive à donner en fait, je veux dire, des conseils avisés, je veux dire, d'experts aux autorités. Donc, les autorités décident de bonne foi. Les autorités décident de bonne foi, mais on a vu que souvent, ce n'était pas de bonnes décisions, en tout cas nous, à notre entendement au niveau du secteur privé du numérique. Il y a souvent de mauvaises décisions qui ont été prises. Et comme notre secteur évolue très vite, une mauvaise décision peut amener tout de suite des conséquences assez dommageables au secteur. C'est pour ça que je dis, quand on va mettre en place ce Conseil national du numérique, ça va permettre de manière transversale de prendre des bonnes décisions sur tous les sujets. D'accord ? Et donc contribuer efficacement au développement du secteur. Alors, la 4G, je l'ai dit tantôt, effectivement, pour apprécier le prix d'une licence, il faut qu'on sache ce qu'on veut faire quand même du secteur. C'est-à-dire, pour la 4G, pour qu'on sache quel prix on peut mettre sur la 4G, il faut qu'il y ait, je veux dire, une stratégie pour dire, voilà ce qu'on veut que le numérique soit dans les années à venir. C'est-à-dire, est-ce qu'on privilégie l'aménagement du territoire? C'est-à-dire que dans le cahier des charges qu'on va donner aux opérateurs, est-ce qu'on va leur dire, on privilégie vos investissements, il faut aller investir partout, d'accord, pour que chacun, partout où il soit, puisse accéder, je veux dire, à cette 4G? Ou bien est-ce qu'on dit, ok, la 4G, de toute façon, aujourd'hui, ceux qui ont des téléphones qui peuvent faire de la 4G, ça ne court pas des masses. On peut peut-être choisir, je veux dire en termes d'aménagement numérique de la 4G, des zones bien précises dans le cahier des charges des opérateurs, qui va diminuer les investissements qui seront imposés à eux, mais qui permettra à l'État derrière de récolter plus en termes de licences. C'est-à-dire que c'est suivant la stratégie qu'on a choisie, c'est cela qui va permettre de savoir où est-ce qu'on met le curseur. Parce que le curseur, c'est d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas demander un maximum sur la licence et demander un maximum pour les investissements. Après, le résultat, ça va être quoi? Le maximum, c'est les consommateurs qui vont le payer. Donc, il y a un équilibre à avoir, et cet équilibre-là, justement, c'est la stratégie qu'il a définie. C'est la stratégie qui dit, voilà là où on veut aller. Et une fois qu'on a dit là où on veut aller, c'est ça qui va permettre de mettre le curseur. Un curseur à un endroit qui est accepté par tous, parce que la stratégie, on l'a élaborée ensemble, on a dit ce qu'on voulait faire.
D'accord? Donc, je n'ai pas dit que ça allait forcément donner ce résultat, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent l'expliquer. Et dans les choses qui peuvent l'expliquer, l'absence de stratégie peut en faire partie. D'accord? Je n'ai pas dit que c'est la seule, mais ça peut en faire partie. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit à Optic? C'est, OK, il ne faut pas aller dans des batailles d'experts par presse interposée. On a vu ce qui s'est passé dans la presse. D'un côté, on a dit les critères importants, c'est ça. De l'autre, on a dit les critères importants, c'est ça. Peut-être que chacun a raison, mais on a tous tort parce qu'on ne s'est pas entendu d'abord sur quels sont les critères qui sont importants. D'accord? Donc, continuer sur la bataille d'experts, ce n'est pas la solution. Aller vers des décisions extrêmes, pour moi, ce n'est pas la solution. Le Sénégal, c'est toujours un pays de concertation et de dialogue. Et donc, on s'est dit, on appelle à la concertation. C'est le communiqué, c'est l'objet du communiqué qu'on a fait, où on a dit, on appelle les parties prenantes à la concertation. Et les parties prenantes, ce n'est pas seulement l'État et les opérateurs. Ça nous concerne tous, la 4G. Nous, entreprises du privé, ça nous concerne. Les consommateurs, ça les concerne. Ça concerne l'État, ça concerne tout le monde. Donc, il ne faut pas qu'on leur laisse seulement cette affaire-là à eux deux, État et opérateurs. Non, c'est notre affaire à nous tous. Hein? Optic n'a pas aujourd'hui la solution en disant voilà ce qu'il faut faire. Justement, on a dit on se concerte. Et on a pris l'initiative de prendre notre bâton de pèlerin pour aller rencontrer chaque acteur. On leur a écrit et on a commencé à les rencontrer. Et donc aujourd'hui, avant de les avoir tous rencontrés, avoir fait le tour, on ne peut pas vous dire aujourd'hui, voici la solution. Sinon, on ne va plus en concertation. D'accord? Donc, laissez-nous un peu de temps. On est en train de faire le tour des acteurs. Il y a d'autres choses qui se passent aussi. Mais en tout cas, nous, on joue notre rôle. Ça a toujours été notre rôle, la concertation. Et on a commencé à le faire auprès des différentes parties prenantes.